La chanteuse Cassie Ventura était-elle consentante pour participer aux Freak-Offs? Tel était l'enjeu central des débats cette semaine dans le cadre de l'affaire P. Diddy. Vous l'avez compris, dans le cadre de ce procès emblématique, la notion du consentement aura une place fondamentale. Bienvenue sur ma chaîne Scandale et Justice. Scandale et Justice est une chronique juridique dans laquelle nous traitons des affaires criminelles et sexuelles impliquant des célébrités. Des célébrités investies dans le domaine de l'industrie musicale, du divertissement ou encore dans le domaine politique. Pour faire court, Scandale et Justice a pour objectif d'analyser le comportement de la justice face aux dérives du pouvoir. Nous avons décidé de commencer cette chronique par une affaire de scandale sexuel d'actualité, une affaire qui défraie la chronique depuis plusieurs mois. J'appelle à la barre l'affaire P. Diddy. La star du hip-hop est en prison. Sean Combs, aussi connu sous le nom de P. Diddy, a été arrêté lundi soir heure de New York. Le rappeur Puff Daddy, soupçonné d'avoir mis son empire musical au service d'un système violent. Plus de 100 victimes auraient été identifiées. Reprenons les choses où nous les avons laissées la semaine dernière avant de traiter l'actualité de ce procès. La semaine dernière, nous avons traité l'étape fondamentale qui était la sélection des membres du jury. Nous savons dorénavant, depuis le début de cette semaine, que ce jury est composé de 8 hommes et de 4 femmes âgés en moyenne de plus de 50 ans. Nous savons également que ce jury est composé de jurés issus de milieux professionnels divers et variés. Mais nous avons pu relever 2 catégories professionnelles, à savoir qu'une grande majorité des membres de ce jury sont investis dans des métiers qui touchent au social. Nous avons par exemple une femme qui travaille dans une crèche, un espace dédié à l'accueil d'enfants et de nourrissons. L'autre partie des jurés est investie dans des métiers dits d'analyse. Nous avons des analystes financiers et des scientifiques. Nous verrons au cours de ce développement comment ces informations vont pouvoir influencer sur ce procès, notamment sur le traitement de la question du consentement. Encore une fois, avant de revenir sur l'actualité qu'il y a eu lieu cette semaine dans ce procès, je vous invite à découvrir avec moi la biographie et l'histoire de M. Sean Combs. En effet, en matière pénale, la personnalité, l'histoire et le passé criminel du prévenu comptent fondamentalement. Il faut savoir que M. Sean Combs est né à la fin des années 1960, à savoir en 1969 dans la ville de New York. Il est issu de 2 parents d'origine haïtienne, Melvin et Janice Combs. Il perd malheureusement son père lorsqu'il est très jeune, à l'âge de 3 ans. Son père est notamment connu pour être un trafiquant de drogue et il décède après avoir été assassiné lorsqu'il était dans sa voiture. Sean Combs est donc alors éduqué uniquement par sa mère qui lui donne une éducation religieuse. Pour la petite histoire, Sean Combs a été éduqué dans le catholicisme et il a été enfant de cœur. Tous les dimanches, il officiait dans l'église du quartier. Paradoxalement, l'enfant est déjà connu pour avoir de grosses colères. Ses proches lui donnent le surnom de Puff parce que lorsqu'il s'énerve, il gonflerait et il soufflerait comme un bœuf. Adolescent, Sean Combs est un élève modèle. Il ramène de bonnes notes à sa mère, mais il est aussi connu pour organiser les meilleures fêtes du lycée qui attirent déjà à l'époque des milliers de personnes. Il obtient très rapidement à 17-18 ans l'équivalent du bac et il décide d'intégrer l'université d'Howard dans laquelle il poursuit une filière liée au commerce. Au bout de la 2e année, il abandonne ses études et se décide à se consacrer à sa carrière musicale. Il commence sa carrière musicale auprès d'un label très connu, le label Uptown Records, dans lequel il gravit les échelons très rapidement puisqu'il arrive en tant que stagiaire et au bout de quelques mois, il devient le directeur du label. Concernant son passé criminel à proprement parler, plusieurs affaires sombres
ont marqué la carrière du chanteur depuis le début des années 1990. La première affaire qu'on lui connaît date de l'année 1991 où l'homme d'affaires décide d'organiser un événement majeur dans la ville de New York. C'est le HVD, un match de basket caritatif qui est destiné à collecter des fonds pour la recherche contre le sida. L'événement est largement plébiscité et le chanteur réussit à vendre plus de 5000 places. Problème, le stade qui est censé accueillir l'événement ne détient que 2700 places. Le jour de l'événement, une bousculade a lieu devant l'entrée du stade et plus de 9 personnes âgées seulement de 17 à 29 ans décèdent. Les familles des victimes déposent une plainte civile contre M. Sean Combs pour décès injustifié et pour blessures corporelles. M. Sean Combs s'en sort très bien avec un accord financier qu'il conclut avec la famille des victimes. La deuxième affaire qu'on lui connaît est l'affaire Tony Tauts qui a lieu en 1999. À l'époque, le chanteur collabore avec un dénommé Tony Tauts qui est le manager d'un rappeur très connu à l'époque du nom de Nas. Les deux hommes collaborent sur la production d'un clip, un clip qui mettait en scène des scènes de crucifixion. Puff Daddy, du fait et au regard de son éducation catholique, a demandé à ce que ces scènes de crucifixion soient supprimées du clip. Ces exigences ne sont pas respectées par Tony Tauts qui décide de diffuser le clip avec ces scènes de crucifixion. Lorsque M. Diddy découvre le clip, il décide de se rendre dans les locaux de M. Sean Tauts et de l'agresser en compagnie de ses gardes du corps. M. Sean Tauts s'en sort avec un bras cassé et une mâchoire cassée. Il dépose une plainte civile contre le chanteur qui, encore une fois, se règle par un accord financier de 500 000 $ en faveur de M. Tony Tauts. On lui connaît également une autre affaire très célèbre qui a eu lieu également en 1999, l'affaire de la fusillade de la boîte de nuit. Ce jour-là, M. Sean Combs était en boîte de nuit accompagné de son ex-compagne Jennifer Lopez et d'un ami lui aussi rappeur, un dénommé Shine, lorsqu'une dispute éclate avec un autre client de la boîte de nuit. Suite à cette dispute, une fusillade éclate et blesse 4 personnes. M. Combs prend la fuite accompagné de son ex-compagne et de son ami Shine et est interpellé par la suite par les forces de l'ordre qui retrouvent une arme dans sa voiture. Il est alors poursuivi pour 4 infractions liées à la détention d'armes. Encore cette fois, alors que son ami Shine écope de plus de 10 ans de prison, M. Sean Combs arrive à conclure un accord financier entre lui et les familles de victimes. Alors, quel élément a mis fin à cette impunité dans laquelle se trouvait M. Sean Combs? C'est tout simplement une loi fédérale promulguée en 2023 dénommée l'Adult Civil Act. L'Adult Civil Act est une loi qui a permis durant 1 an à toutes les victimes d'agressions sexuelles et de crimes sexuels dans l'État de New York de poursuivre leur agresseur pour des faits qui seraient prescrits. La chanteuse Cassie Ventura, ayant partagé plus de 10 ans de sa vie avec M. Sean Combs, décide de se saisir de cette loi pour déposer une plainte civile contre le chanteur. Dans le document d'accusation, on y découvre que Mme Cassie Ventura aurait subi des violences physiques. Elle énonce également que ce monsieur était responsable de trafic sexuel et qu'il l'aurait impliqué dans des sortes de marathons sexuels dénommés sous l'appellation connue de freak-offs. Encore une fois, M. Diddy arrive à faire taire ses présumées victimes avec un accord qui est cette fois-ci fixé à 20 millions de $. Madame Cassie Ventura accepte l'accord et abandonne ses poursuites contre M. Sean Combs. Cependant, cette plainte interpelle de nombreuses autres personnes qui décident aussi de déposer plainte
contre Monsieur P. Diddy, notamment pour violence sexuelle, pour trafic sexuel et pour extorsion. Un avocat au nom de Tony Buzbee aurait déposé plus de 120 plaintes pour ses clients à l'encontre de Monsieur P. Diddy. En novembre 2023, une vidéo est publiée et diffusée sur les réseaux sociaux montrant la chanteuse Cassie Ventura en train d'être agressée par le chanteur P. Diddy dans un hôtel, le Los Angeles Hotel. Suite à tous ces événements, le gouvernement fédéral décide de lancer une enquête contre le magnat du hip-hop et le poursuit pour plusieurs faits, notamment trafic sexuel, extorsion et organisation criminelle. Des perquisitions sont organisées au domicile du prévenu, dans lesquelles sont découvertes plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et des armes à feu. Suite à ces perquisitions, le chanteur est incarcéré à la prison centrale de Brooklyn dans l'attente de son procès. Procès qui a par ailleurs débuté la semaine dernière, soit le 5 mai dernier, par la sélection des membres du jury et qui s'est poursuivi cette semaine par l'ouverture des débats et notamment les débats préliminaires. Analysons un tant soit peu ces débats préliminaires. D'après l'accusation, donc le gouvernement fédéral qui poursuit Diddy, M. Sean Combs est un homme charismatique, un homme qui a réussi dans les affaires, mais aussi dans l'industrie musicale grâce à son entreprise Bad Boy Records. Mais derrière tout ce charisme se cache une personne assez sombre, un homme capable des plus graves infractions pour satisfaire ses désirs et pour atteindre ses objectifs. L'accusation promet de livrer plusieurs témoignages de plusieurs témoins qui ont été des victimes de M. Sean Combs, notamment Mme Cassie Ventura qui a partagé sa vie durant une dizaine d'années et qui a vécu un véritable cauchemar. Elle atteste avoir subi plusieurs années de violence conjugale et avoir été forcée sous influence de la drogue à participer à des marathons sexuels appelés par le concerné freak-offs. L'accusation nous dit également que Mme Cassie Ventura n'est pas la seule victime de M. Sean Combs qui fait l'objet de plusieurs plaintes, d'une centaine de plaintes, notamment pour agression sexuelle, pour extorsion ou encore pour violence physique. Raison pour laquelle l'accusation confirme ses chefs d'accusation à l'encontre de M. Puff Diddy, à savoir trafic sexuel, proxénétisme et organisation criminelle. Pour ceux qui ne connaissent pas ces infractions, je me permets de vous les définir. Le trafic sexuel, c'est tout simplement le transport d'êtres humains d'un endroit à un autre à des fins d'exploitation sexuelle. Le proxénétisme, c'est le fait de tirer des revenus issus de la prostitution. L'organisation criminelle est une infraction qui est communément appelée aux États-Unis l'infraction de RICO, Racketeers Influence Corrupted Organization. Cette infraction a été spécialement créée par le gouvernement fédéral américain pour démanteler des groupes mafieux. C'est une infraction qui a été créée à l'encontre de groupes qui ont commis ensemble diverses infractions pénales dans le but de servir une organisation criminelle. Par exemple, des vols à main armée, des enlèvements, de l'extorsion, des violences physiques, tout ça dans le but de satisfaire une organisation criminelle. Cette infraction qui est utilisée généralement par les fédéraux pour poursuivre un groupe de personnes est, dans le cadre de cette affaire, utilisée à l'encontre d'une seule personne, à savoir M. Sean Combs, qui aurait commis une multitude d'infractions dans le but de servir une organisation criminelle dédiée à la satisfaction de ses fantasmes et de ses désirs personnels. Ce que répond l'accusation face à cette plaidoirie préliminaire du procureur, c'est qu'ils reconnaissent que M. Sean Combs, leur client, a une personnalité assez compliquée. C'est un homme qui a pu se montrer violent et notamment à l'encontre et à l'égard de femmes qu'il a pu aimer.
Par ailleurs, il a une vie privée qui est elle également aussi compliquée puisqu'il a mené ce qu'on appelle une vie de swingers life. Aux États-Unis, un swinger est une personne qui a une certaine ouverture d'esprit sur les pratiques sexuelles et qui peut passer d'un genre à un autre et qui se livre à des pratiques impliquant plusieurs personnes. Mais ce que nous dit l'accusation, déjà, concernant ces pratiques sexuelles qui peuvent paraître délirantes, elles impliquaient des personnes qui étaient tout à fait consentantes, y compris Madame Cassie Ventura. Donc, à aucun moment, leur client, Monsieur Sean Combs, ne peut être responsable de trafic sexuel, de proxénétisme ou encore d'organisation criminelle à partir du moment où toutes les personnes qui ont participé à ces freak-offs ont donné leur consentement. Il n'y a aucun élément de preuve d'après la défense, bien sûr, que selon lesquels Monsieur P. Diddy aurait été responsable de trafic sexuel. Le seul élément probant qui est démontré dans le cadre de cette affaire, encore une fois, d'après la défense, c'est que Monsieur Sean Combs a été à l'origine de violences conjugales, ce que l'on a tous vu dans le cadre de cette vidéo qui a été massivement diffusée sur les réseaux sociaux. Parlons maintenant des témoins qui ont été appelés à la barre par l'accusation cette semaine. L'accusation a appelé 3 témoins. Le premier témoin est un travailleur du sexe qui avait été engagé par Monsieur Sean Combs pour avoir des relations avec Madame Cassie Ventura. Celui-ci témoigne avoir été engagé par ce dernier pour avoir des relations avec Cassie Ventura et avoir assisté à ce qu'on appelle, donc participer à ces freak-offs. Il a considéré que Monsieur P. Diddy organisait au détail près ces freak-offs et qu'il scénarisait toutes ces freak-offs au détail près, allant de la tenue que devait porter Madame Cassie Ventura jusqu'à l'intensité de la lumière qu'il y avait dans cette pièce où se passaient les freak-offs. Il nous dit aussi qu'il semblerait que Madame Cassie Ventura subissait ces freak-offs et n'était pas tout à fait enchantée d'y participer. Le deuxième témoignage est celui d'un ancien membre de la sécurité du Los Angeles Hotel qui avait été appelé pour pouvoir intervenir lors de l'agression de Cassie. Il considère que ce jour-là, il est arrivé sur les lieux de l'altercation et qu'il a découvert un P. Diddy extrêmement en colère qui était prêt à en découdre physiquement avec lui. D'ailleurs, la scène a été filmée par un tiers et a été diffusée lors du procès. Il atteste aussi avoir vu Madame Cassie Ventura totalement apeurée, tremblante et présentant des ecchymoses sur le visage. Le troisième témoin appelé à la barre est un témoin majeur parce qu'il s'agit tout bonnement de Madame Cassie Ventura. Il faut savoir que Madame Cassie Ventura est un témoin clé dans cette affaire. Elle a partagé la vie du prévenu pendant près de 10 ans. C'est grâce à elle que nous avons également découvert les freak-offs. Effectivement, nous connaissions les white parties organisées par P. Diddy et qui rassemblaient des célébrités, qu'elles soient américaines ou internationales, mais nous ne savons rien des freak-offs avant la plainte qui a été déposée par Madame Cassie Ventura en novembre 2024. On s'attendrait donc à ce que ce témoignage soit livré au milieu du procès ou peut-être même à la fin du procès. Telle a été notre surprise de découvrir Cassie Ventura témoigner au deuxième jour de l'ouverture des débats. Par la suite, j'ai trouvé quand même que c'était une stratégie ingénieuse de la part de l'accusation de faire témoigner Cassie Ventura d'entrée de jeu. En effet, c'est montré dès les premiers instants Monsieur Sean Combs sous son plus mauvais jour. Faire témoigner Cassie Ventura au début du procès, c'est parler tout de suite des violences domestiques, c'est parler des freak-offs et c'est aussi diffuser lors du procès l'agression qu'a subie Cassie par Monsieur Puff Daddy. C'était une stratégie assez ingénieuse puisqu'elle visait à enfermer Monsieur P. Diddy finalement dans un rôle de monstre. Madame Cassie Ventura a livré son témoignage. Elle a livré un témoignage éminemment émouvant dans lequel elle décrivait et qu'elle attestait avoir subi des années de violences conjugales
conjugal, de trafic sexuel et de participer à ces incroyables freak-offs. La défense a elle aussi interrogé Madame Cassie Ventura et son objectif a clairement été de décrédibiliser ce témoin phare, mais aussi d'adoucir l'image de Monsieur Puff Diddy. Ce que nous dit la défense au moment de cette interrogation, c'est que finalement, Madame Cassie Ventura n'a pas été forcée à participer à ces freak-offs. D'ailleurs, elle livre un texto que Madame Cassie Ventura aurait écrit à Monsieur Sean Combs lui disant « Je suis toujours prête pour participer aux freak-offs ». Elle considère aussi que Madame Cassie Ventura a plusieurs fois organisé ces freak-offs, elle aussi, au détail près. Il semblerait donc illogique qu'elle atteste que ces freak-offs aient été réalisés sous une certaine contrainte. Ce qui va être important maintenant, c'est la perception du jury sur cette notion de consentement, puisque la défense nous dit que finalement, il ne peut pas y avoir contrainte lorsque les participants à ces freak-offs ont tous donné leur consentement, y compris Madame Cassie Ventura. Ces dernières années, on a eu, suite aux affaires Weinstein, Epstein et les mouvements MeToo, une conception assez large, assez tolérante du consentement. On a compris que le consentement pouvait être violé par des éléments autres que des menaces directes telles qu'une arme à feu sous la tempe et que celui-ci pouvait être violé par l'effet de l'emprise psychologique, par la pression financière, en tout cas par des menaces indirectes. Cependant, face à un jury âgé en moyenne de plus de 50 ans, quelle va être l'interprétation du consentement? Est-ce que ce jury va privilégier une conception moderne, celle que l'on a généralement actuelle du consentement, qui est une vision large, ou est-ce que ce jury va privilégier une conception traditionnelle et donc beaucoup plus stricte du consentement, ce qui serait un avantage pour l'accusation. Il reste à préciser aussi que ce jury est composé beaucoup de scientifiques, d'analystes financiers qui, eux, vont être attachés à la preuve. Finalement, quels sont les éléments de preuve de l'accusation, outre la vidéo de Cassie qui montre effectivement des violences conjugales qu'a subi Cassie? Est-ce que l'accusation détient réellement des éléments de preuve pour attester le trafic sexuel et l'organisation criminelle pour lesquels M. Sean Combs est poursuivi? La suite du procès nous donnera plus d'éléments sur cette question et surtout nous verrons comment chacune des parties vont exploiter cette notion de consentement en leur faveur et à la défaveur de l'autre partie. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour décrypter la suite du procès Diddy.